Hello, je vous retrouve du coup pour le bilan lecture du mois de mars. Comme d'habitude, voilà, je suis en retard. Et comme d'habitude, je j'arrive pas à m'organiser. En plus, ça faisait 2 semaines de vidéos avant ça que j'avais pas filmé, donc voilà pourquoi ça a reporté. Je vais pas tergiverser plus longtemps que ça, je vais commencer tout de suite. Alors ce mois-ci, je crois que j'ai lu 11 romans de tailles différentes, de genres différents. Je pense que j'ai eu un mois plutôt bon, en sachant que j'ai eu des 5 étoiles de ce mois-ci, donc je crois que mon plus mauvais mois, c'était peut-être pour au mois de mars, au mois de... Attendez, on est quel mois là? Au mois de février, parce que janvier, non, quoique, j'ai eu plusieurs 5 étoiles aussi. Non, en fait, ce début d'année commence très bien. Donc, je vais commencer tout de suite avec Powerless, donc je vais pas m'attarder trop dessus parce que j'en ai parlé dans un vlog dédié au fait que je continue des sagas. Donc Powerless, où on suit du coup Pédine qui vit dans un monde où les gens qui n'ont pas de pouvoir, ce sont les ordinaires, et ils sont exécutés ou exilés dans le désert parce que le roi dit que s'ils n'ont pas de pouvoir, c'est parce qu'ils sont malades. Et donc voilà, vous avez une société d'élite entre guillemets, et puis il va y avoir un concours de circonstances où elle va être prise pour participer à des épreuves, les épreuves de la purge, et en fait où participent que des élites, en fait que des gens qui ont des pouvoirs. Elle fait semblant d'en avoir, elle fait semblant d'être voyante, etc. Mais en vrai, elle n'a pas de pouvoir. Donc ça va être un peu compliqué pour elle, et forcément, il va y avoir une romance, et dans ce roman, elle va, par un concours de circonstances, sauver la vie du prince Kai. Donc voilà, c'est assez prévisible, il y a beaucoup de tropes connus, et comme je le disais dans mon vlog, il y a, surtout par rapport aux épreuves, il y a beaucoup de... Alors je sais pas si c'est vraiment de la copie ou si c'est un hommage ou une coïncidence, mais beaucoup de choses par rapport aux épreuves qui sont semblables à celles de Hunger Games. Que ce soit au niveau de la construction, Alors, bien sûr, il n'y a pas de pouvoir dans Hunger Games, mais voilà, c'est un combat à mort. Le premier, enfin, en gros, c'est celui qui survivra, et voilà, donc j'ai vu beaucoup... Alors, moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film, et j'ai vu beaucoup de similitudes par rapport à... surtout à cette période d'épreuve, ce show en fait, parce qu'il y a aussi des balles, une présentation voilà, des participants, etc., mais grandiose. Donc c'est vraiment un peu voilà, ce côté show, spectacle des épreuves, et après voilà, forcément ça part sur autre chose. Alors j'ai bien aimé, je crois que j'ai mis 3,5, par rapport à la fin, voilà, je vais continuer à lire cette série parce que je suis curieuse de savoir comment on peut rebondir dessus. Mais voilà, tout est assez prévisible, il y a beaucoup de tropes connus. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment, ça s'est lu assez vite, et c'était... voilà. Si on met à part ce côté très ressemblant à Hunger Games, moi je trouvais que c'était assez divertissant. Ensuite, je vous en ai parlé parce que en janvier j'ai lu le premier tome, en février le deuxième, et là le troisième. Je vous ai dit de toute façon j'allais tous les lire parce que j'avais déjà les 3 tomes, mais en fait même au bout du premier j'ai pas trop accroché au personnage ni à l'histoire, c'était assez prévisible. Le tome 2 c'était pareil. Je m'étale pas dessus, j'ai pas trop aimé non plus. Je sais plus si j'ai mis 2,5 ou 3. Voilà, je préfère vraiment Stephen King dans ses romans plus fantastiques, horreur, psychologique, plutôt que ses romans d'enquête. En tout cas, pour celle-ci, ça l'a pas fait. Peut-être qu'il y aura d'autres romans d'enquête de lui que je vais aimer. Mais là, ouais, ça l'a pas fait. En plus, ça a été écrit en 2014, donc on voit beaucoup qu'il y a certains clichés, certaines choses que j'apprécie pas trop en fait. Ensuite, j'ai lu Nettle and Bone de T. Kingfisher, donc Comment tuer un prince, chez Verso. Il est très très beau. Donc T. Kingfisher, ça fait très longtemps que je veux la lire en VO, mais voilà, vu que maintenant les parutions françaises arrivent très vite, en fait j'ai l'impression que je mets dans ma wishlist et ça sort en français. Donc là en fait c'est une sorte de conte de fées assez macabre. Alors je me souviens plus parce que comme c'était là on est mi-avril et j'ai lu ça vraiment, c'était mon premier roman je crois du mois de mars. Je me souviens plus trop du nom de la jeune fille. Bref, vous avez une jeune fille qui a une magie particulière, et d'ailleurs on voit sur l'une des illustrations, elle, c'est Mara, et en fait elle arrive à donner vie à... Enfin, par exemple, elle peut donner vie à un chien d'os, entre guillemets. Et voilà, donc ses sœurs
sont envoyés pour se marier avec le prince, et en fait, elle a peur pour elle, parce qu'apparemment elle reçoit un message comme quoi, elle redoute pour la vie de sa sœur, parce que la princesse précédente est morte, et donc elle va tout faire pour essayer de la sauver, et pour ça elle va s'entourer de personnes particulières, une sorcière qui parle aux morts, une poule possédée par un démon, un chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Donc voilà, c'est vraiment un conte de fées décalé, c'est ça que j'ai aimé, c'est très cocasse, très... Voilà, je vais pas dire que c'est drôle, parce qu'il n'y a pas trop de moments d'humour, mais ça peut paraître assez macabre, et en même temps, c'est avec de l'humour noir, mais en même temps, c'est drôle, en fait, par la situation, par les personnages. Comme je vous disais, par exemple, là, il y a une poule possédée par un démon, voilà, c'est des choses particulières. Je peux pas vous en dire grand-chose, qu'il est très très court, hein, il fait 300 pages, quelque chose comme ça. Donc, bon, je vous en dis pas grand-chose, mais j'ai beaucoup aimé ce côté décalé, ce côté aussi solitaire de Mara, mais qui pourtant fait tout pour aller sauver sa sœur, et s'entourer de personnes qu'on n'aurait pas cru qu'elles pouvaient s'assembler ensemble. Et voilà, j'aime beaucoup, j'espère que les autres vont être traduits. Ensuite, j'ai lu le bracelet de Jade de Moumine, donc chez la collection Argile Récif, les petites nouvelles, voilà, comme ça. C'est un cadeau de Rémi pour mon anniversaire. Et là, en fait, on va suivre, donc c'est en 1740, sous le règne de l'empereur Zhongzhen. Donc il y a la jeune Chen qui va à son père à la foire des lanternes sur le mont du Dragon, et il y a un homme qui va lui donner un bracelet de jade particulier, et de là va couler toute une histoire que je voulais vous laisser découvrir parce que c'est assez particulier. Donc elle va être fascinée par ce bracelet, et en fait il va y avoir toute une histoire derrière, et voilà, c'est très contemplatif, hein. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout, c'est très poétique, mais c'est très contemplatif, et on va parler beaucoup de l'harmonie, du jardin, parce que forcément, des jardins de manière générale, parce que le père s'occupe des jardins, et voilà, et puis il va y avoir en fait pas mal de discussions entre le père et sa fille, et pour comprendre un peu le pourquoi du comment, du monde, etc. Et c'est assez philosophique, en fait. Ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose, faut pas s'attendre à de la fantaisie où il se passe quelque chose. En fait, c'est vraiment des questions intérieures, on va dire ça comme ça. Voilà, il faut quand même être concentré, je trouve, notamment par rapport à la plume, et par rapport aux réflexions, je trouve, parce que si on lit ça comme un roman, voilà, classique, je pense qu'on se perd et qu'on comprend pas trop la signification des choses. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai commencé, ce mois-ci, j'ai commencé beaucoup de sagas, c'est le problème. Donc j'ai commencé une nouvelle saga, j'ai commencé Powerless, Le Serment des 7 miroirs, donc le tome 1, Les vents de terre-ciel, donc de Samuel Encouget chez Gulfstream. Donc Gulfstream, j'apprécie beaucoup leur parution, parce qu'ils font de très beaux ouvrages. Souvent il y a des illustrations dedans, bon je ne vais pas vous les montrer. Et donc là en fait on va suivre comment ça s'appelle, Nalis, donc en fait, donc terre-ciel, voilà, ce sont des espèces d'arches, plusieurs arches, vous avez vu beaucoup ça je pense dans la passe miroir, etc. Et en fait dans terre-ciel vous avez les sylphides, qui ont normalement plutôt des cheveux argentés, la peau pâle, etc. La peau pâle ou la peau bronzée? La peau bronzée plutôt. Et elle, en fait, elle est cheveux roses et la peau très pâle, je pense que vous le voyez là. Et donc, en fait, elle a été déposée devant la porte d'un grand-père, elle l'appelle comme ça, et lui, il l'a élevée et tout. Et donc, vous avez une étude, donc une école, en fait, pour les sylphides. Et en fait, tous ceux qui habitent terre-ciel ont le droit d'y aller. Donc, elle, de base, n'est pas sylphide de naissance, mais comme elle a toujours vécu là, elle a le droit d'y aller. Et forcément, quand elle va y aller, elle va être confrontée au regard des autres et à la différence, donc du coup la discrimination, etc. Ils vont même pas l'appeler par son prénom, ils vont l'appeler la fille aux cheveux roses, et donc elle va devoir se faire une place, donc elle va se faire des amis, etc. Et vous avez une intrigue, parce que à l'étude vous avez alors de base les vents de terre-ciel, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'en fait à l'étude on étudie les 13, je crois qu'il y a 12 ou 13 vents différents, donc vous en avez un pour voler, vous en avez un pour apporter des messages, enfin, etc. Vous avez toute une mythologie dessus qui est hyper intéressante, et du coup dans chaque cours, chaque professeur, chaque tour, vous avez une discipline particulière qui concerne un vent. Donc il y a ces études, il y a aussi une intrigue en parallèle, parce qu'il y a forcément un méchant dans l'histoire, ou une méchante dans l'histoire, qui va se réveiller, et Nalis va être au centre de tout ça.
Et forcément, il y a aussi une quête d'identité. Et puis voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup ce côté discrimination, tolérance, etc., différence, et que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, la plume est hyper poétique. J'ai adoré. Est-ce que je lui ai mis 5 étoiles? Je me souviens plus. Peut-être 4 ou 4,5. Et il faut vraiment que je lise le tome 2. Le tome 3 sort à la fin de l'année, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, après la rentrée scolaire, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais m'empresser de lire le tome 2 au moins cet été. Mais vraiment, j'ai adoré et j'aime beaucoup les couvertures comme ça qui font un peu film d'animation japonaise en fait. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, contrairement à ce que dit la couverture et le résumé, il y a quand même des moments assez sombres dans le roman. Donc voilà, faut pas trop se fier à ça, à la couverture non plus. Je m'y attendais pas honnêtement, parce qu'en voyant la couverture et le résumé, je pensais que ce serait assez léger entre guillemets. Et il y a quand même des moments assez sombres dans le roman, donc voilà. Ensuite, j'ai lu The Legend of Meneka de Kritika Echirao, donc c'est la personne qui a écrit The Surviving Sky et The Unrelenting Earth, qui est le tome 2, le tome 3, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. Donc c'est une trilogie que j'ai adorée, une trilogie. C'est le 2 premiers tomes d'une trilogie que j'ai adorée, parce que le tome 3 n'est pas encore sorti. J'ai un gros coup de cœur pour le premier tome, j'ai mis 4 étoiles pour le deuxième. Et donc, en fait, c'est une fantasy avec la mythologie hindoue et indienne. Et là, c'est pareil, hein, mais sauf que là, c'est basé sur le conte de... je sais plus le nom du conte, par contre. C'est un conte, un mythe indien, mais j'avoue que je me souviens plus du... Bref, en fait, vous avez l'histoire en fait, d'une danseuse céleste, donc Meneka, qui est une danseuse céleste, et en fait, elle va être amenée à aller séduire un sage sur Terre qui a ses pouvoirs qui grandissent de plus en plus et qui du coup fait opposition et à... comment il s'appelle déjà? Bref, donc qui fait opposition et qui en gros questionne la suprématie du dieu, et du coup elle pour prendre sa liberté va lui dire bah, je veux bien accepter la mission d'aller le séduire et en gros de l'amener à sa perte quoi. Donc c'est une romantécie, donc forcément voilà, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est toute cette mythologie autour des dieux célestes. Pas des dieux célestes, des danseurs célestes, et de la mythologie autour de la culture indienne, etc., de manière générale. Voilà, après, au niveau de la romance, comme je disais à Rémi, parce qu'il l'a lu aussi, il n'y a aucune attache, aucune chemistry, je sais pas comment dire en français, d'alchimie entre eux, ça va assez vite, et ouais, aucun attachement au personnage, aucune alchimie entre eux, aucune tension, je trouvais que c'était pas très réaliste. Donc moi ce que j'ai aimé c'est l'univers, l'histoire de manière générale du mythe de la danseuse céleste, mais au-delà de ça la romance m'a pas du tout touchée, m'a pas procuré d'émotion, m'a pas même fait rire, enfin ouais, c'était voilà. Donc je sais pas trop si je lirai la suite, ce qui est bête parce que c'est une duologie, donc je verrai, je pense, les avis du tome 2. Si jamais ce sont des très très bons avis, je tenterai quand même pour voir la fin. Mais c'est vrai que là, c'était pas... voilà, j'ai été déçue, surtout par rapport à sa trilogie, en fait, où j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adoré. Donc voilà, c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, j'ai lu This Time It's Real de Han Liang. Donc en VO, Han Liang, d'ailleurs, là, au début du mois d'avril, j'ai lu A Song to John Rivers, donc son premier roman de fantasy. Mais en général, elle écrit plutôt du contemporain et plutôt des YA romances, des rom-com young adult, quoi. Et donc là, c'est le premier, parce que c'était Soria de Fire and Gold sur Instagram qui l'avait conseillé, et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, on va suivre 2 personnages ils sont au lycée, je crois, ou à l'université, je m'en souviens plus. Donc vous avez Elisa en fait qui a écrit un essai sur le premier amour de sa vie et son boyfriend entre guillemets, et elle a mis tellement de passion et tellement d'émotions dedans que ça a fait un buzz, et du coup elle est passée de je sais pas moi quelques centaines de followers à je ne sais pas des milliers et des millions de followers sur Twitter, et puis il y a une directrice d'un magazine très connu qui va lui donner l'opportunité en fait d'écrire dans pour elle en fait, donc beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent, sauf qu'en fait tout ça, ça se base sur un fake parce qu'elle n'a pas de copain, et elle a fait ça en fait en inventant. Donc pour sauver la face entre guillemets, elle va demander à Kaz, c'est un acteur de drama
connu qui est dans la même classe qu'elle, en fait, de jouer son petit copain. Donc ça va partir sur un fake dating. Et en fait, il y a au-delà du fait que voilà, c'est une robe comme très mignonne, j'aime beaucoup les personnages, ils sont très attachants. Il y a aussi pas mal de thèmes abordés, notamment déjà cette pression par rapport à, enfin en tout cas chez les familles asiatiques, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette pression en fait de réussir ses études, d'avoir un métier, enfin pour déboucher sur un métier qui, on va dire, fait vivre de manière très aisée. Alors je ne sais pas si vous connaissez les familles asiatiques ou si vous avez vécu dans une famille asiatique, mais c'est un peu ça, la pression sociale de réussir ses études et de faire un métier, je ne sais pas moi, avocat, médecin, quelque chose comme ça. Et on voit cette pression sociale parce que Kaz, lui, il est acteur de drama, mais sa mère lui met la pression à chaque fois pour qu'il ait les meilleures notes, qu'il travaille sans cesse, etc. pour pouvoir entrer au collège, enfin collège en anglais, donc collège c'est plutôt vers les études supérieures. Et du coup, Elisa, en échange du fait qu'il fake le fait qu'il soit son boyfriend, elle va l'aider en fait à faire ses études parce qu'elle c'est quelqu'un qui travaille bien. Voilà. Donc, et vous avez cette pression sociale et vous avez aussi ce côté un peu discriminatoire dans le sens où les familles riches, voilà, ont plus de facilité à accéder à certaines choses et il y a aussi ce côté la différence entre le côté, enfin l'Occident et l'Orient en fait tout simplement, ces a priori, ces préjugés, etc. Je trouve que ça aborde pas mal de thèmes pour un tout petit roman, enfin un tout petit, je sais plus combien il fait, mais 336 pages, pour un petit roman de rom-com moyen, je trouve que ça aborde pas mal de thèmes, et apparemment quand je lisais justement les reviews de ces autres romans, c'est un peu pareil, il y a souvent des dénonciations comme ça, pas forcément des dénonciations, mais des choses mises en avant par rapport à la société actuelle. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai lu A Song to John Rivers qui n'a rien à voir, mais je vous en parlerai du coup dans le bilan du mois d'avril, mais j'ai vraiment hâte de lire les autres, en sachant que j'ai vu beaucoup de coups de cœur pour deux de ces autres romans, pareil de contemporain ou fantastique d'ailleurs. Ensuite j'ai lu L'oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Broadbent, donc c'est le tome 3 des chroniques de Nyaxia, mais c'est le premier tome d'une nouvelle duologie, où on suit un personnage qu'on suivait en personnage secondaire dans la première duologie. Donc les chroniques de Nyaxia, c'est quoi? C'est un monde de vampires où dans la première duologie, vous avez une jeune femme qui est Oraya, je crois que c'est Oraya, je me souviens plus, qui est humaine en fait, qui a été adoptée par le roi des vampires et que sa famille a été exterminée entre guillemets, son village. Et lui, c'était la seule survivante, il l'a recueillie et elle ne sait pas pourquoi. Mais du coup, elle vit. Tant qu'elle est proche du roi, ça va, elle est protégée, mais en fait, dès qu'elle se balade en ville, etc., elle a peur pour sa vie à chaque instant, parce qu'elle vit dans un monde de vampires. Voilà, c'est vraiment c'est pas des vampires Twilight, quoi. C'est des vampires sanguinaires qui ont soif de sang, qui sont très violents, etc. Et il va y avoir le Kejari, donc une épreuve où en fait le gagnant peut demander à la déesse de la nuit un vœu. N'importe quoi. Et du coup, elle, ce qu'elle veut, c'est gagner pour lui demander justement plus de pouvoir pour ne plus avoir peur pour sa vie à chaque instant de sa vie. Et donc, elle va participer, sauf que, en fait, c'est le Kejari, c'est une épreuve où il n'y a que des vampires qui participent. Et du coup, par cours de circonstances, il y a un des vampires très mystérieux qui est plutôt à l'écart, qui va faire équipe avec elle pour, en gros, pouvoir aller le plus loin possible à deux. C'est une romantécie, donc voilà, mais j'ai adoré parce que c'était très sombre et que les personnages sont vraiment complémentaires et que il y a une belle évolution des personnages dans la duologie, je trouve, et j'ai adoré la fin. Voilà. J'ai adoré la fin et surtout il y a un gros cliffhanger aussi à la fin du premier tome, donc on n'avait qu'une envie avec Emeline, c'était de continuer, mais ouais, on a adoré. Alors le deuxième tome était un peu moins bon parce qu'il y avait beaucoup de scènes de smut et ça nous a un peu dérangé. Des fois c'était des chapitres entiers, c'était bon, moi je l'ai passé, mais c'était vraiment pas nécessaire. Et donc là en fait on suit un personnage qu'on suit en personnage secondaire, comme je vous disais, et qui nous intriguait beaucoup avec Emeline et qu'on apprécie aussi beaucoup parce qu'elle est très drôle. En fait, elle parle beaucoup, enfin c'est un peu la pipelette, elle parle beaucoup, elle est drôle, mais au-delà de ça, elle a un grand cœur, etc. Donc là on suit. Moi je pensais que ce serait comme une sorte de préquel, mais en fait c'est après en fait, les événements de la première duologie, donc je peux pas vous dire grand chose, mais là on va plutôt que
que les épreuves, etc. On va plus partir sur une sorte de quête et on va beaucoup aller dans le passé et les souvenirs de ce personnage et comprendre comment elle est arrivée là, comment elle peut avoir des pouvoirs. Parce que tous les vampires n'ont pas forcément de pouvoir et comment elle en est arrivée là et voilà, donc en fait on part vraiment sur une autre intrigue ici. Donc j'ai beaucoup aimé aussi, je crois que j'ai mis 4 étoiles. C'était pas un coup de cœur parce que c'est pareil, je trouve que il y avait certaines choses qui étaient peut-être pas nécessaires et aussi il y avait peut-être des petits côtés un peu malsains, mais je pense que ça sert l'histoire parce que justement c'est un peu le contrôle de certains personnages sur d'autres via la manipulation, etc. Donc c'est fait pour, mais c'est vrai que des fois il y avait des petits moments un peu malsains comme ça, mais j'ai adoré. J'espère pouvoir lire le tome 2 bientôt, qui n'est pas encore annoncé d'ailleurs. Mais ouais, j'aime beaucoup la plume de Carissa Broadbent qui est très fluide, ça se lit hyper bien, l'univers est super riche. Et surtout on s'ennuie pas. Enfin moi en tout cas je me suis pas ennuyée une seule fois. Ensuite, j'ai enfin fini une autre série, ou deux, selon comment vous le prenez. Donc j'ai lu le tome 3 de Capitale du Sud, donc Les Contes Suspendus de Guillaume Chamanadjian, et le tome 3 de Capitale du Nord, L'Armée Fantoche de Claire Duvivier. Donc moi souvent c'est ce que je faisais, je lisais le tome 1 de Capitale du Sud, tome 1 Capitale du Nord, tome 2 Capitale du Sud, tome 2 Capitale du Nord, etc. Et donc là j'ai enfin fini, en sachant que le premier, je vous disais, je crois que le premier tome des deux sagas, j'avais lu ça peut-être fin 2023 et j'ai mis du temps à me procurer les autres tomes. Je ne sais pas pourquoi alors qu'ils étaient déjà sortis, donc j'ai relu les premiers tomes fin 2024 et là j'ai enchaîné, du coup j'ai lu les tomes 2 en janvier je crois et là du coup en mars les tomes 3 ou en février, je sais plus, enfin bref, en tout cas c'était en ce début d'année et j'ai beaucoup aimé cette conclusion. Est-ce que je peux vous en parler? Non, ce sont des tomes 3, mais voilà, je pense que si vous voulez voir mon avis, j'ai mis mon avis sur le premier et deuxième tome sur Goodreads, où ça doit être aussi dans des vlogs, parce que je les ai relus et j'ai lu le tome 2 il n'y a pas longtemps, donc ça devait être dans les 1 ou 2 mois avant cette vidéo, donc je pense que vous pouvez les retrouver. Mais je trouve que c'était des fins très satisfaisantes. Voilà. Triste, parce que voilà, en 6 tomes, on s'attache aux personnages, surtout que en fait, ce sont 2 personnages différents qu'on suit dans chaque tome, dans chaque trilogie, mais après ils se rejoignent, les univers se rejoignent, les histoires se rejoignent. Donc c'est vrai qu'après 6 tomes, on s'attache pas mal aux personnages et on est quand même un peu triste de les quitter. C'est comme ça à chaque fois, de toute façon, dans les très grandes séries, c'est comme, je sais pas, l'Assassin Royal. Alors, j'ai pas encore lu la 3e époque de l'Assassin Royal, mais déjà à chaque fois que je l'ai quitté pour du coup lire, je sais pas, par exemple Les Aventuriers de la Mer ou quoi, j'étais triste. Et là en fait c'est vraiment fini. Donc ouais, c'est vraiment une saga de fantasy francophone à lire parce qu'elle est pas complexe, il y a beaucoup d'histoires de politique, de contrôle, de volonté de pouvoir, de manipulation. Et puis vous avez aussi ce côté de ville miroir. Donc ce côté magique du coup, qu'on ne comprend pas au début, avec une brume, avec des monstres, et c'est vrai que tout ça on l'introduit à peine dans les premiers tomes, donc du coup c'est très mystérieux, mais on découvre les origines, après on découvre comment ça fonctionne, etc. au fur et à mesure, et voilà, j'ai adoré, voilà, je suis triste de les avoir quittés, mais bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres livres chez Forge de Vulcain, donc pour Guillaume Chamanadjian, je crois que c'est la valse, je sais plus quoi, grotesque. Et Claire Duvivier, là, c'est un si long voyage, je crois. Donc il faudrait que je lise ces romans qui sont des one-shots, donc en plus ce sont des one-shots. Et enfin le dernier que j'ai lu, c'est Heavenly Tyrant de Xiran Jezao, qui est un tome 2. Donc c'est le tome qui suit Iron Widow, qui est sorti je crois chez La Martinière au premier tome. Le tome 2 vient de sortir. Ou va sortir, je sais plus, très bientôt. Alors il a mis énormément de temps à sortir parce qu'il a toujours été repoussé. Je crois qu'il y a eu des problèmes avec la maison d'édition précédente, etc. Et donc voilà, j'avais vraiment hâte parce que j'avais adoré, j'avais un coup de cœur pour le premier tome, où en fait on est dans un monde un peu, c'est exactement comme ils le disent, hein, entre Pacific Rim, enfin c'est Pacific Rim en gros dans la Chine impériale, voilà. Vous avez des espèces de mechas, des espèces de robots, un peu comme Pacific Rim, hein, qui se conduisent à 2. Et en fait, vous avez le pilote masculin, pilote féminin, et le pilote féminin est toujours sacrifié, en fait, parce que pour donner du pouvoir à ce robot, alors j'ai plus le nom, mais c'est un nom, il faut de l'énergie, donc ils utilisent le ki, etc. Mais sauf que c'est toujours la femme qui est sacrifiée et qui meurt. Donc en gros, elle est remplaçable à chaque fois. Et donc, le personnage principal qui s'appelle, je ne sais plus, Zetiane,
sa sœur a été sacrifiée. Donc du coup, elle va tout faire pour se venger, donc elle va s'enrôler. Du coup être mise de pair avec celui qui était avec elle, avec sa sœur quand elle était tuée en fait. Et en fait son énergie est tellement puissante qu'en fait c'est l'homme qui va mourir. Alors c'est pas un spoil, hein, ça arrive très vite. Et du coup ils vont l'appeler Iron Widow, donc la veuve de fer. Et au final elle a un tellement bon pouvoir psychique qu'en fait ils vont la mettre de pair avec le plus fort, celui qui a le plus de pouvoir au niveau de termes psychiques, en termes d'énergie. Voilà, pour faire la paire, du coup, pour combattre en fait des aliens. C'est pour ça que les robots ont été créés. Bon, c'est un peu comme Pacific Rim, du coup. Mais au-delà de ça, on va découvrir la vérité sur tout ça, la création de ces robots et sur les aliens, leur combat, les origines en fait de ce combat. Et ça, je m'y attendais tellement pas. Et puis vous avez cette femme qui... Vous avez aussi du coup ce côté aussi polyamour dans ce roman qui n'est pas dénoncé et qui est naturel. Et vous avez aussi ce côté, du coup cette femme qui a une ambition grandissante, qui a une volonté de faire, qui ferait tous les sacrifices possibles et imaginables pour arriver à ses fins. Donc de base se venger, puis après on va dire changer le monde, mais pour elle en fait. C'est limite égoïste un petit peu, donc en fait on peut pas tout le temps comprendre ses motivations, c'est un peu comme The Poppy War, hein. On peut pas tout le temps comprendre ses motivations, mais on peut que saluer sa force de courage et sa force de volonté. Et voilà, j'attends tellement ce tome 2, c'est la suite directe. Voilà, il n'y a pas de temps mort et j'ai adoré aussi. Juste, il y a eu un petit temps où je me suis un petit peu ennuyée alors je sais plus si c'était peut-être pas vraiment au milieu, mais c'était peut-être... parce qu'il se passe un temps où il n'y a pas vraiment d'événement en soi. Mais sinon, j'ai adoré. On aborde toujours les mêmes thématiques. Et voilà, j'ai adoré. Voilà. Moi, je pense que je vous le conseille vraiment. C'est de l'adulte. C'est pas forcément très complexe, je pense, au niveau de l'univers. Mais il y a quand même ce côté où ils expliquent par rapport à l'énergie et tout le qui, son exploitation, etc., qui peut être un peu compliqué. Mais voilà, et puis vous avez une histoire de rébellion qui va arriver, etc. Des trahisons, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet. Moi je vous le conseille, j'ai en tout cas adoré. Voilà, sur ce c'est terminé pour cet update du mois de mars. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, et si vous ont plu ou pas d'ailleurs. Et si vous ne savez pas quoi mettre en emoji, eh ben écoutez, mettez-moi... J'avoue, je ne sais pas trop quoi mettre, parce que ce roman-là ne peut pas être... Ah bah si. Sinon, je vais prendre celui-ci. Donc, si vous avez vu le premier tome, vous saurez. Hein. Mais vous pouvez me mettre un verre de vin, une bouteille de vin, du raisin, de la nourriture, de manière générale. Ouais, tout ce qui donne envie, quoi. À boire ou à manger. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.